Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette table ronde qui est consacrée aux enjeux sur les perturbateurs endocriniens et aux ressources humaines. Donc, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de nous avoir invités pour venir parler de cette thématique et qui concerne un sujet donc, qui n'est plus émergent aujourd'hui, ni même marginal, car il constitue un enjeu majeur, comme ça a été abordé tout au long de la journée, donc un enjeu majeur de santé publique qui concerne aujourd'hui une part très importante de la population et qui va traverser donc l'ensemble des sphères sociales, économiques et professionnelles. Si ce sujet est particulièrement complexe, c'est pour au moins trois raisons que nous avons choisies, que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui au travers de cette table ronde avec les intervenants que je vais vous présenter brièvement juste après. Donc la première de ces raisons, ce sont des raisons d'ordre scientifique, puisque les perturbateurs endocriniens ne se comportent pas comme des polluants classiques. Je pense que vous l'avez compris, ça a déjà été abordé, et le docteur Jean-François Harlet nous expliquera ça en introduction juste après. Donc les effets peuvent apparaître à très faible dose et s'inscrivent dans des phénomènes de cumul. Il y a une persistance dans l'environnement pour certaines familles de molécules, mais aussi de vulnérabilités qui sont spécifiques à certaines périodes de la vie. Et donc, quand ces effets se cumulent, cela pose des problèmes ensuite de prise en compte et de prévention. La deuxième raison est d'ordre politique et réglementaire. Il existe aujourd'hui des tensions fortes entre l'état des connaissances scientifiques, puisqu'il y a des connaissances scientifiques depuis maintenant un certain nombre d'années qui se cumulent, et des importantes, le docteur Harlet nous en parlera, donc, notamment, et des choix ensuite de régulation qui sont faits notamment au niveau européen, qui ne sont pas forcément alignés, donc ce qui pose évidemment des questions démocratiques importantes. Troisième raison ensuite, d'ordre organisationnel et juridique, donc pour les entreprises, ces enjeux aujourd'hui dépassent le cadre traditionnel de la conformité et de la réputation, mais commence à poser des problèmes très concrets de responsabilité juridique, à mesure que la connaissance progresse et se diffuse au niveau des entreprises et que les employeurs ont connaissance des effets néfastes sur la santé, notamment des travailleurs et des consommateurs. Donc se posent ces questions de responsabilité juridique. Voilà, donc c'est à partir de ces tensions que nous vous proposons de traiter cette table ronde et de structurer nos échanges. Donc, nous avons la chance d'avoir 4 intervenants réunis autour de nous aujourd'hui. Le docteur Jean-François Harlet, qui est médecin au centre hospitalier de Rochefort et qui est délégué régional du réseau environnement et santé. Réseau environnement et santé. Maître Sébastien Millet, qui est avocat, associé chez Ellipse Avocats, spécialisé en droit social et en risque en entreprise. Alice Deronne, qui est directrice du développement chez Solinum, qui est une association qui est dans l'innovation sociale, et qui est aussi administre du CNRA, dont on nous parlera après, qui est le Conseil national de la résilience alimentaire. Et puis enfin, Martin Rieussec-Fournier, qui est président des mutuelles pour la santé planétaire. Je vous propose pour commencer une première séquence qui va traiter de la spécificité scientifique et sanitaire des enjeux autour des perturbateurs endocriniens et de céder la parole au docteur Jean-François Harlet. Bonsoir. Je pense qu'aujourd'hui, on a épuisé tout le monde. Là. Quand je regarde le nombre de sièges vides, le concept a un peu vidé de neurones. Alors, il est compliqué rien que par le nom, mais on va évacuer ça tout de suite. Perturbateur endocrinien, perturbateur dans une salle de classe, on sait ce que c'est. Endocrine, ça veut dire hormonal, donc tout ce qui va faire vriller les hormones. Gardez en tête que c'est l'équivalent d'un virus informatique. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans la cellule déguisée comme s'il ressemblait au programme de codage et il va faire vriller le disque dur, soit en le faisant tourner trop, soit en le faisant tourner pas assez. Les perturbateurs endocriniens, ils vont faire soit des insuffisances, soit des excès. Le cancer, c'est l'excès. L'insuffisance insulinique qui entraîne le diabète type 2, c'est une insuffisance. Donc les deux vont pouvoir faire dysfonctionner. Ça fait dysfonctionner tout le système, en fait. On ne va pas refaire un cours de l'hypothalamus jusqu'au testicule, mais tout ce qu'on a comme glande endocrine qui fait qu'on est équilibré,
tout ça est soumis au stress des perturbateurs endocriniens. Donc, moi, j'aime pas trop ce terme émergent, mais imaginez que le GIEC est né en 91, 92, l'appel de Winsprint, c'est 92, et on est, pour certains, dans le même déni 30 ans après, quoi. Alors, juste pour remettre l'église au milieu du village, comme j'aime bien dire, qui c'est quel machin qui fait truc? J'explique qu'il va arriver quelque chose. C'est quelque chose qui va vous sembler insupportable, vous allez voir. Mais c'est très facile à comprendre. On va parler d'exposome. Donc il faut que vous partiez avec ce terme aussi là dans la tête. On a tous un génome et on a hérité de papa-maman de certains trucs, mais ce génome va être complètement pondéré par l'environnement qui est autour du génome. Donc le codage va changer en fonction de l'environnement qui va faire changer le codage. Donc voilà, ça paraît difficile en fin de soirée de se dire ah, c'est ça. Bon, ok. Mais non, mais c'est très simple, vous allez voir, c'est très simple. Vous mettez au milieu le risque de cancer et vous mettez tout autour les facteurs qui vont faire que ce cancer va arriver. Et notamment, d'un point de vue juridique, ça va être très intéressant la discussion après, parce qu'il y a tout un tas de choses que les gens vont rencontrer et qui vont rentrer dans la maladie des perturbateurs endocriniens. Donc, repartez aussi avec 3 perturbateurs endocriniens majeurs en tête, hein, parabène qu'on trouve principalement dans les produits de maquillage et produits d'entretien, les phtalates qu'on a tout partout dans tous les plastiques, et puis le troisième qu'on voit partout, qu'on a réussi à faire interdire, qui est le bisphénol A, sauf qu'ils ont fabriqué du bisphénol S, qui est autant perturbateur endocrinien, et ça c'est franchement pénible. Mais bon, nos amis les industriels, ils sont assez taquins. Donc, quand on regarde ça, on s'aperçoit, dans les métaux lourds, il y a le cadmium. En ce moment, il y a une niche écologiste pour essayer de faire interdire le cadmium dans les champs en France. Mais vous avez aussi autre chose qui est très important, qui est éclairage nocturne, travail de nuit. Travail de nuit, en 2023, une infirmière qui a fait 30 ans de sa vie au bloc et de nuit, cancer du sein a été reconnu comme maladie professionnelle. Je ne sais pas si ça fera jurisprudence, mais c'était une première, cette affaire-là. Maladie professionnelle en rapport direct et certain avec le travail de nuit. Donc, on va tous rencontrer plus ou moins ça. Il faut savoir que la France, c'est un pays délicieux dans ses réglementations. Depuis 3 ans, l'été, l'ARS dit, en région Île-de-France, si vous avez des poulaillers, ne mangez pas les œufs, ils sont contaminés à dioxine. Si vous avez des jardins, il faut mieux éviter de manger de ce qu'il y a. Bon, ça passe dans la presse de manière totalement transparente, et n'empêche que la pollution, elle est avérée, elle est reconnue, elle est même légalisée, je ne sais pas ce qu'on peut dire, les gens sont alertés. Pour autant, ça ne fait pas plus de bruit que ça. Alors, il y a quand même des gens qui ne sont pas des dangereux terroristes, qu'on appelle Santé publique France. Allez-y, la suite. Voilà. Donc, Santé publique France a, dans son annexe 12, en 2023, nous a envoyé quand même 30 maladies en rapport direct et certain avec les perturbateurs endocriniens. Alors, ça va étonner personne, l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques, mais on se retrouve quand même avec les troubles du comportement chez l'enfant, c'est-à-dire tout le neurodéveloppement. Et on voit en ce moment qui est alerté sur ce sujet-là. C'est soit les classes, les enseignants, soit les orthophonistes qui voient de plus en plus de TDAH, de troubles du langage. Et là, il y a une étude magique, Selma, qui a concerné aussi le Muséum d'histoire naturelle, où là, l'étude épidémiologique faite en Suède sur une cohorte de 2000 femmes, je ne sais plus combien d'années de recul, le Muséum d'histoire naturelle étudie le mélange
qu'elles ont sur les poissons, et New York étudie sur les cellules souches humaines. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'hormone thyroïdienne n'est pas codée comme il faut, donc défaut du neurodéveloppement. Voilà. Donc perturbateur endocrinien, défaut du neurodéveloppement. Et qu'est-ce qu'on voit? Il faudrait supprimer tous les phtalates, il faudrait supprimer tous les sols en PVC et de se dire qu'un objectif à 15 ans serait raisonnable et qu'après, faut discuter ça dans les territoires. Donc l'asthme c'est pareil, belle étude suédoise sur asthme et sol en PVC chez les parents, 2 fois plus, voilà, versus sol en pierre ou sol en bois. Donc tout ça pour vous dire que vous voyez sur la plage ou ailleurs en ville l'épidémie d'obésité qui est à la manœuvre, l'augmentation très, très sensible. On n'est pas au niveau des Américains, mais qu'est-ce que ça va? Et ce que vous ne savez pas forcément, c'est l'augmentation du diabète type 2 chez les enfants de 0 à 19 ans et l'augmentation des maladies coronariennes chez les enfants de 0 à 19 ans. Voilà. Ça, c'est considérable. Tous les pédiatres sont partis, mais ils ne sont plus là, mais ils auraient pu confirmer. Voilà. Donc tout ça, c'est pour dire qu'on ne parle pas d'un sujet exotique, qu'on ne parle pas d'un sujet mineur, parce que la France est en train de casser ses comptes sociaux de soins et les frais de la sécurité sociale augmentent en raison du poids des maladies chroniques. Et qu'est-ce qu'on fait à Octobre Rose? Au lieu de parler de prévention, on va gonfler des ballons pour que la recherche soit financée, pour trouver d'autres molécules plus innovantes et plus chères, et la course à l'échalote sur le sujet. La France, premier pays du monde, 65 000 nouveaux cas chaque année. Ça fait beaucoup. Moi, quand j'ai démarré mes études, c'est une femme sur 20. Maintenant, on a une femme sur 7. 14 700 décès, 40 femmes par jour, quoi. Voilà, une femme sur 7. Le quorum est vite atteint. Donc, on est vraiment dans un sujet de société, parce que le dernier truc, et après je m'arrête sur l'accablement, si on prend la courbe des spermatozoïdes, donc en 2045, il n'y a plus de spermatozoïdes dans les testicules occidentaux. La courbe, elle fait comme ça. On en a perdu la moitié en 50 ans. Si on ne change pas la trajectoire toxicologique, ça va être la servante écarlate, ça va être la difficulté. Et quand on avait alerté Madame Vautrin, à l'époque ministre de la Santé, elle avait dit « Ah oui, on va augmenter le nombre de centres de congélation d'ovocytes ». C'est intéressant, quoi. Donc c'est une réponse à la française. On fait du soin, mais on ne fait pas de prévention. Voilà. Et ça, c'est dommage. Bon, bientôt, on n'aura plus personne avec qui causer. Voilà. Non, le seul truc qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'il y a 2 types de perturbateurs endocriniens. Il y a les non persistants et les persistants. Et les non persistants, vous les pissez tous les jours. Donc si vous arrêtez de rencontrer du parabène, des phtalates et du bisphénol, en raison de l'effet cocktail, ou avec 3, on ne fait pas 3 fois, mais parfois jusqu'à 1000 fois l'effet. Donc si on dégrade ces 3-là dans l'alimentation, dans le respirer et dans le toucher, on aura fait un très très gros gain en termes de santé publique. Je vous remercie. Je ne sais pas si je dois vous remercier pour ce constat, cher docteur, mais bon, en même temps, c'est votre rôle de poser le débat qui s'apparente malheureusement un peu à celui de Cassandre aujourd'hui, qui dit les choses et qui n'est pas forcément entendu des personnes qui l'entourent. Bref, je propose peut-être à Martin Rieusec-Fournier de rebondir là-dessus, si vous y arrivez, parce que là, je pense qu'on est très bas. Donc voilà, le challenge, c'est de rebondir. Je vais essayer. Peut-être quelques mots pour situer qu'est-ce que c'est une mutuelle de santé, d'où viennent les mutuelles de santé et pourquoi il y a des mutuelles de santé qui se sont fédérées autour de ce sujet des perturbateurs endocriniens. Et après, j'essayerai une fois posé qui on est les mutuelles de santé, vous dire pourquoi depuis 5 siècles on a expérimenté une capacité de rebond dans des périodes difficiles pour la société française, parce que les mutuelles, il n'y en a pas partout à la surface de la planète, il y en a particulièrement en Europe et particulièrement en France. Donc les mutuelles de santé, c'est aujourd'hui 288 mutuelles en France, elles protègent 35 millions de Français et elles existent donc depuis le Moyen-Âge. Elles se sont constituées au début par métier, c'était des tailleurs de pierre, des charpentiers qui se sont organisés parce que notamment au Moyen-Âge, les temps sont durs pour les êtres qui sont isolés. Si jamais on a un accident du travail, toute notre famille peut tomber dans la misère, dépendre de la charité. À l'inverse de la charité,
le mouvement mutualiste prône la solidarité. Et donc, c'est des travailleurs qui vont mettre chacun 1 euro dans une tirelire. Et à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, s'il y a l'un des leurs qui est malade, qui est décédé, eh bien, cette cagnotte commune permet de faire face et notamment permet à la famille des jours dignes. Le mouvement mutualiste, il a eu plusieurs grandes étapes sur ces 5 derniers siècles. Et notamment, il y a eu une étape où il y a eu une prolongation, une amplification des principes mutualistes au niveau de l'ensemble de la société. C'est en 1945. Quand la sécurité sociale est constituée il y a 80 ans, elle prend appui sur 4 siècles d'expérience des mutuelles. Il y a 3 piliers au fonctionnement des mutuelles. En premier, c'est non lucratif. Les mutuelles de santé ne sont pas là pour faire de l'argent sur votre dos. Le second pilier, c'est la démocratie. C'est donc en fait, les mutuelles sont comme des associations loi 1901 d'une certaine manière. Il y a des adhérents, des délégués, une assemblée générale, un conseil d'administration, des salariés, mais il n'y a pas d'actionnaires à rémunérer. Et puis, il y a la notion de solidarité qui est au cœur des mutuelles. Pendant 4 siècles, en fait, les Français, ils ont choisi librement d'adhérer ou de ne pas adhérer à une mutuelle. Et donc, en fait, pendant 4 siècles, les mutuelles sont toujours restées minoritaires par rapport à l'ensemble des citoyens. Et en 1945, Ambroise Croizat a étendu les principes mutualistes de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier d'une sécurité donnée par la solidarité nationale. Et donc, en fait, là, le constat est terrible par rapport à cet empoisonnement généralisé. Et les mutuelles, elles ont expérimenté que la solidarité, c'était un bon outil pour faire face aux situations difficiles. Alors, il y a eu la solidarité entre les jeunes et les anciens, entre les bien portants et les malades. Et aujourd'hui, très clairement, il y a une nouvelle solidarité à constituer qui va de la santé des gens à la santé de la planète. Parce qu'il n'y a pas d'un côté les nappes phréatiques, de l'autre côté le modèle agricole, la manière dont on habite nos hôtels, nos maisons, etc. En fait, tout ça, c'est lié. Donc, nous, on s'est constitué les mutuelles pour la santé planétaire en 2024, après avoir pris conscience qu'il y avait des parallèles très forts entre les perturbateurs endocriniens, les pesticides et l'amiante. L'amiante, les petites doses tuent. Les premiers utilisateurs sont les premiers à en mourir. Les ouvriers du bâtiment, de la métallurgie, de la construction navale étaient les premiers à en mourir. Les pesticides, les riverains sont plus exposés que tout le monde et les agriculteurs sont les premiers à en mourir. Et on s'est intéressé à ce parallèle amiante, pesticides, perturbateurs endocriniens parce que, à la fin, par rapport à l'amiante, d'une certaine manière, ça s'est bien fini. 1906, le premier rapport sur l'amiante tue. 1997, l'amiante est interdite. Et pendant ces 91 années qui se sont écoulées, il y a eu plein d'éléments qui ont permis qu'à un moment donné, il y ait un réveil politique et que l'amiante soit interdite. Un des principaux freins au fait que l'amiante n'a pas été interdite plus tôt a été la question de la substitution. Ok, l'amiante tue, certes, mais par quoi on va le remplacer? La bonne nouvelle, en tout cas par rapport aux pesticides qui contiennent des perturbateurs endocriniens, parce que c'est le champ d'expertise le plus grand des mutuelles pour la santé planétaire, la bonne nouvelle, c'est que depuis 1964, on sait produire sans nous empoisonner. L'agriculture biologique a plus d'un demi-siècle d'expérience et c'est la seule agriculture dont on est certain qu'elles vont protéger les nappes phréatiques. Il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'eau est de moins en moins de bonne qualité. Et donc, Guillaume, tu me feras un signe de la main quand je suis trop long. Mais en 2014, on avait 9 Français sur 10 qui buvaient de l'eau qui était tout le temps de bonne qualité, notamment par rapport au résidu de pesticides dedans. 10 ans après, en 2024, c'est plus que 7 Français sur 10. Sur les 30 dernières années, on a fermé plus de 12 000 points de captage d'eau parce que les nappes phréatiques, elles étaient polluées. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nous, ce qu'on identifie, les mutuelles pour la santé planétaire, c'est qu'il y a besoin d'un sursaut collectif parce que le risque majeur, c'est la normalisation de cancer, notamment, pas que, il l'a précisé Jean-François, il y a d'autres maladies, mais la normalisation avec des gens qui sont malades de plus en plus tôt, et puis les bras en tombent, c'est comme ça. Alors, il y a Octobre Rose, c'est 1 million de femmes qui souffrent d'un cancer du sein aujourd'hui. Le nombre de femmes a doublé sur les 30 dernières années, mais il y a aussi November, c'est la contraction de novembre,
enfin en tout cas les hommes qui se laissent pousser la moustache, etc., pour faire parler du cancer de la prostate. Et puis Septembre en or par rapport au cancer pédiatrique. C'est 25 classes de cancer chaque année d'enfants qui décèdent de cancer. Et bien sûr, c'est plurifactoriel. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, on a toutes les solutions pour protéger l'eau. Et nos corps sont faits d'eau. Un bébé, quand il est, c'est 70% d'eau. Le corps de chacun d'entre nous dans cette pièce, c'est 60% d'eau. Donc, il faut absolument qu'on aille vers une autre alimentation et agriculture. Et donc, nous, pour ça, et je terminerai là-dessus, la coalition des mutuelles pour la santé planétaire, c'est 20 groupes mutualistes français qui protègent 7 millions de Français. On travaille avec des mutuelles belges et on organise un tour d'Europe qui s'intitule l'Odyssée pour notre santé. On parcourt l'Europe avec des agriculteurs victimes des pesticides, de manière à émouvoir la population par rapport aux drames qui sont évitables. On essaye d'enthousiasmer aussi la population avec une mise en lumière de tout ce qui est déjà réalisé d'une agriculture qui est bonne pour la santé des gens. Et le but, c'est de gagner, parce qu'actuellement, on est en train de perdre la santé publique. C'est 1 Français sur 3 qui a une ou plusieurs maladies chroniques. C'est plus de 20 millions de personnes. Donc, c'est vraiment le moment qu'il y a un sursaut. Et je pense que cette journée y contribue. Merci Martin pour avoir essayé de rebondir. Vous y êtes arrivé quand même dans une certaine mesure, donc merci. Alors, comment expliquer en fait ce décalage qu'il y a entre les connaissances scientifiques qui sont établies, je pense que tout le monde l'a compris ici depuis pas mal d'années, et le fait qu'il y ait des réglementations donc, qui soient à des niveaux différents en termes de protection de la qualité de l'eau, en termes d'utilisation, d'autorisation d'utilisation de pesticides, de perturbateurs endocriniens, et en termes aussi de durée d'autorisation. Puisque quand on regarde les velléités de certains à la Commission européenne aujourd'hui, c'est de délivrer des autorisations éternelles. Donc, pour des polluants éternels, vous me direz, c'est peut-être logique. Bon, mais c'est cohérent, mais peut-être pas pour les consommateurs. Donc, comment est-ce que vous expliquez cette situation? Donc, je ne sais pas si Maître Millet, peut-être vous voulez prendre la parole là-dessus, ou Martin Rieusec rebondir sur ce décalage qu'il peut y avoir entre connaissances scientifiques et puis protection des usagers, consommateurs. Allez. On est dans les 3D, c'est Michel Rivasi à la Commission européenne. Le doute. Vous êtes sûr que ça pose un problème? Le déni? Non, c'est pas possible, ça ne pose pas de problème. Et le délai, donc tout ça, ça va faire que ça va retarder les décisions. Donc toutes les entreprises de lobbying, qu'elles soient agroalimentaires, qu'elles soient pétrochimiques, qu'elles soient chimiques diverses et variées, leur stratégie, c'est ça, c'est disqualifier les lanceurs d'alerte. Mais Charles Sultan a été très très embêté. Tous ceux qui ont essayé de monter au créneau contre les pesticides, ils ont eu des gros soucis, vraiment des gros soucis. En France, en Europe, aux États-Unis aussi. Ils mettent des moyens pour disqualifier les chercheurs. Donc après, il y a ça. Puis après, il y a l'entrée directe auprès des instances dirigeantes. Et tout ça, ça crée du délai. Voilà, c'est pas compliqué. Donc on trafique la connaissance, on disqualifie la connaissance et on fait une espèce de portée à connaissance inverse. Alors après, sur les réseaux sociaux, c'est très intéressant parce que face à quelque chose, combien il y a de choses en face qui sont mises pour calmer l'augmentation de compréhension des gens aussi. Là, on peut se poser la question sur ces entreprises de désinformation, quoi. Mais là, c'est très clair, c'est les 3D et à chaque fois, c'est la même chose. C'est pas un problème de connaissance. Pour le plomb, il y a un médecin français au 18e qui dit le saturnisme, c'est quelque chose qui est en rapport avec le plomb et c'est quelque chose qui est... Alors, il ne dit pas que c'est un neuromodulateur, il dit que les gens vont être pas bien de la tête. Bon, qu'est-ce qu'on fait en 1920? On met du plomb dans l'essence. Il a fallu attendre 2020 pour retirer le plomb dans l'essence, qui est alors un perturbateur endocrinien neurotoxique majeur, quoi. Et ce n'est pas les datas sur le sujet qui manquaient. 80 ans. Voilà. L'amiante, c'est pareil. Donc, voilà. Mais... Merci, docteur Harley. Je ne sais pas si Maître Millet, vous voulez peut-être réagir, ou alors Martin Rieusec, vous. Maître. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a toujours un décalage entre le monde de l'entreprise. Enfin, moi, je
parler de ce que je connais, parce qu'effectivement, on est très vite sur du technique, du scientifique. C'est pas mon domaine, même si ça m'intéresse, mais on voit bien qu'il y a un décalage entre les réalités de l'entreprise et le monde politique. C'est vrai que souvent, c'est les scandales sanitaires qui font fortement évoluer les choses. Alors, nous, c'est vrai que dans le domaine juridique, c'est de l'amiante et le contentieux de l'amiante qui a énormément fait bouger les lignes et poser les bases aujourd'hui du cadre juridique qui prévaut et qui continue de prévaloir, même s'il a un petit peu évolué. Voilà, donc je pense que dans les typologies d'entreprises, il faut sans doute distinguer celles qui fabriquent, qui ont des procédés, qui émettent, etc., et celles qui emploient des salariés qui ont pas les mêmes problématiques de risque. Alors moi, je suis venu là surtout pour vous parler de comment est-ce que l'entreprise peut faire face à ces problématiques et à agir dans sa démarche de prévention, qui est pour elle une obligation légale première. L'employeur a une obligation de sécurité et de protection de la santé, donc qui est vraiment l'une de ses premières obligations les plus fondamentales. Et autour de ça, vous me permettez de développer du coup. Je ne réponds pas forcément qu'au sujet politique, mais je vais vous mettre quelques marqueurs d'un point de vue juridique sur ce que ça implique pour les entreprises, cette démarche qui est complexe. Et je ferai d'ailleurs un peu le parallèle avec le tableau que vous avez dressé, qui effectivement, quand on voit comme ça, très, très anxiogène. Je reviendrai sur l'anxiété, mais ça me fait penser pas mal aux risques psychosociaux dans un tout autre registre, santé mentale au travail, qui aujourd'hui sont banalisés, ils sont partout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'y intéresser, mais on est sur quelque chose qui est difficile à appréhender pour les entreprises, même avec la meilleure volonté du monde, parce qu'on est sur des facteurs qui sont souvent, on a un pied dans l'entreprise et un pied en dehors en fait. Et donc il y a beaucoup de choses qui relèvent aussi de la vie personnelle du salarié, du collaborateur, sur lequel l'entreprise n'a pas la main. Et juridiquement, c'est vraiment un point d'écueil important en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de santé globale, on parle d'exposome, mais d'un point de vue de la responsabilité, c'est difficile pour l'entreprise d'aller au-delà de sa sphère de maîtrise en fait. Et quand il le fait, on lui dit vous immiscez dans la vie privée, la vie personnelle de vos collaborateurs, c'est pas bien. Je pense que la clé un peu tout ça, même si malheureusement il y a un recul aujourd'hui, c'est au travers de l'approche de durabilité, de devoir de vigilance, qui permet justement de dépasser un petit peu cette approche uniquement silotée de l'entreprise telle qu'elle est, d'aller au-delà, d'aller voir ce qui se passe dans toutes les chaînes de valeur, et puis d'avoir une approche qui intègre à la fois, qui intègre aussi les dimensions environnementales dans les activités de l'entreprise. On y reviendra peut-être après sur les idées. Voilà. En tout cas, sur les obligations et le cadre juridique aujourd'hui, c'est vrai que sur les perturbateurs endocriniens, on a paradoxalement, tout le monde est concerné à des degrés plus ou moins divers, des moments plus ou moins critiques de la vie, etc. Mais l'appréhension, l'appropriation du sujet par les entreprises, il est assez réduit. Donc ça évoluera sans doute petit à petit. Alors est-ce que c'est l'amiante de demain? Ça, je ne saurais pas vous dire, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est vrai que quand on voit ça, on se dit il y a quand même un vrai sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un cadre juridique où on est dans la prévention du risque chimique, avec la question notamment des CMR qui rentre en ligne de compte. Donc avec un carcan d'obligations très strict, avec à commencer donc dans les principes généraux et spéciaux, c'est l'évaluation du risque. Donc tant qu'on n'a pas évalué son risque, ces situations, ces scénarios d'exposition, on ne peut pas prétendre à faire une politique de prévention adaptée. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental. Le principe général de substitution, vous en avez parlé, c'est aussi la clé un petit peu, et qui vraiment est une obligation première, c'est de travailler sur ça.
Donc, on a vraiment des obligations poussées lourdes, avec aujourd'hui dans l'évaluation des risques aussi, il faut le savoir, quelque chose qui est assez intéressant, assez nouveau, dont les entreprises s'emparent assez peu, mais qui est quand même important, c'est la différenciation dans l'évaluation des risques des expositions en fonction du sexe. Donc c'est pas inintéressant comme sujet, pas toujours facile à appréhender, mais il y a un vrai ancrage justement sur la question des PE. Et puis aujourd'hui, l'obligation d'appréhender ça aussi sous l'angle des polyexpositions. Alors ça, c'est le sujet le plus complexe peut-être pour les chefs d'entreprise. Et du coup, on peut avoir naturellement, humainement, tendance à se focaliser sur des risques qui sont plus faciles à appréhender, de tirer les risques physiques en sécurité au travail, et de mettre un peu plus ça sur le côté. Une fois qu'on a dit ça, du côté RH, on voit bien qu'aujourd'hui, de manière diffuse, il y a de plus en plus de problématiques de maladies chroniques, donc d'absentéisme, de nécessité d'accompagnement de collaborateurs dans des phases de vie où effectivement il va y avoir une grossesse difficile, une maladie chronique, un cancer, etc., de la désinsertion professionnelle. Et donc tout ça déclenche des mécanismes. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup sur des mécanismes un peu, peut-être pas assez de prévention primaire et plus, alors on ne parle plus de prévention, le terme n'est pas exact, mais de prévention secondaire, voire tertiaire. Enfin, on est dans l'accompagnement parce qu'on n'arrive pas à prendre des mesures suffisamment fortes en amont. Et puis après vient la question, la question de la responsabilité juridique qu'il peut y avoir derrière ça, puisque on va essentiellement parler de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, donc des choses qui sont diffuses dans le temps. C'est pas comme un accident du travail qui survient de manière soudaine et accidentelle, donc avec des effets qui se font des fois sentir après la période d'emploi ou d'exposition, donc vraiment dans la durée. Et donc aujourd'hui, un point important, c'est que notamment depuis 2021, avec la loi santé-travail, l'évaluation du risque, notamment, elle a pour objet d'assurer une traçabilité collective des expositions. 40 ans, donc ça veut dire que pendant 40 ans, on doit conserver toutes les générations de documents uniques d'évaluation des risques qui doivent contribuer à permettre cette évaluation, cette traçabilité. On a des outils de traçabilité aussi sur les CMR au niveau un peu plus individuel. Et donc, c'est sûr qu'à la sortie, plus on est en mesure de mesurer les expositions de manière fine, plus ça peut questionner effectivement sur... déjà la reconnaissance possible d'une maladie professionnelle. Alors est-ce qu'on est dans un des tableaux ou pas? Donc là ça peut être, des fois on dit que c'est un peu le chemin de croix pour la victime, pour faire reconnaître la maladie professionnelle. Donc il y a des procédures qui sont prévues. C'est vrai qu'on est dans un domaine où il y a pas mal de maladies professionnelles qui sont identifiées. Il y a un tableau de l'INRS qui est assez bien fait parce qu'il croise les substances avec leur classification, les maladies professionnelles afférentes. Mais pour la maladie professionnelle, il faut remplir les conditions du tableau. Et le fait d'avoir une maladie professionnelle reconnue ne préjuge pas qu'il y ait une responsabilité de l'employeur. Donc ça, c'est un autre sujet. Il faut à ce moment-là, pour le salarié, agir en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur pour pouvoir obtenir une indemnisation complémentaire à la sécurité sociale. Donc il y a des procédures qui existent. Alors c'est vraiment typiquement le cas de l'amiante, on l'a beaucoup connu. Ça commence à se développer sur un certain nombre de maladies périphériques. Ce n'est pas encore très, très généralisé sur les perturbateurs endocriniens, mais on voit bien qu'il y a un sujet qui va émerger, avec deux exigences, deux critères en fait, à cette faute inexcusable. C'est la conscience du danger auquel était exposé le salarié. Danger, mention de danger dans une fiche de données de sécurité, on sait ce que c'est. Après, est-ce qu'il y a forcément situation dangereuse? Voilà, il y a vraiment des enjeux de qualification juridique qui aujourd'hui sont en débat en fait. Typiquement sur ces sujets. Et puis après, le deuxième critère, c'est qu'a fait l'employeur? Est-ce qu'il a pris les mesures nécessaires et adaptées pour prévenir le risque et la survenance de la maladie? Et donc ça, c'est vraiment le baromètre un petit peu d'appréciation des juges.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un autre sujet qui se développe et qui, à mon avis, est un risque sériel pour les entreprises, notamment celles qui, de par leurs procédés, sont émettrices ou utilisatrices ou génératrices de déchets voilà, qui peuvent exposer les salariés. C'est la question du préjudice d'anxiété, puisqu'en fait, la Cour de cassation, depuis quelques années, elle a ouvert une brèche, en fait, c'est-à-dire que pour des personnes qui ne sont pas au stade de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, mais qui, de par leur exposition, ont une affection psychique parce qu'elles savent qu'elles ont un risque permanent de pouvoir contracter une maladie grave, en fait, eh bien, c'est considéré comme un préjudice d'anxiété indemnisable. Et donc, ce n'est pas devant les mêmes juridictions, là, c'est devant le Conseil de prud'homme, hein, c'est plus les juridictions de la sécurité sociale. Et ça s'est développé dans tous les cas où on est sur une exposition à des substances dites nocives ou toxiques. C'est l'appellation qu'a retenue la jurisprudence, mais on voit bien que nocive ou toxique, bon, on peut faire entrer un peu tout et n'importe quoi là-dedans, même si ce n'est pas scientifiquement très exact. Mais donc il y a un certain nombre de molécules aujourd'hui ou de substances qui ont été reconnues au travers de ça. Et donc ça, potentiellement, c'est du risque sériel aussi, parce que de nombreuses personnes peuvent être concernées. Le risque pénal, alors il peut exister, mais on va dire qu'il est quand même plus résiduel. Ça serait peut-être plus sur le volet environnemental, si sur des rejets, des non-respects de prescriptions réglementaires sur des installations classées ou sur du droit de l'eau, par exemple, hein, comme vous disiez tout à l'heure. Sachant qu'on a un sujet là, de contrôle renforcé depuis l'année dernière sur les PFAS, notamment. Donc voilà, là aussi le cadre s'étoffe au fur et à mesure. Je pense que le sujet qui est le plus gros écueil peut-être dans ces questions de responsabilité, c'est qu'il faut bien avoir l'esprit. Par rapport à cette notion d'exposome, c'est la question de la preuve. Donc le rôle, la place de l'expertise scientifique et technique dans l'administration de la preuve, puisque la faute, la responsabilité, elle ne se présume pas, il faut la démontrer. Il faut démontrer son préjudice, il faut démontrer la faute, le manquement et le lien de causalité. Et donc, sur cette appréciation de la causalité, c'est vrai que quand on est sur des expositions qui sont multifactorielles tout au long de la vie, c'est sûr que c'est un écueil majeur, même si certaines juridictions locales ont pu... pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de décisions, mais reconnaître des fois que le demandeur n'a pas besoin d'établir le lien de causalité de manière certaine dès lors qu'il y a un faisceau d'éléments qui permet de démontrer qu'il a eu des expositions suffisamment durables et soutenues. En fait, ça peut convaincre le juge. Donc aujourd'hui, voilà, on est dans quelque chose qui se construit, qui n'est pas encore définitif, mais... la question de la responsabilité, voilà, de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés, on est sur une obligation de sécurité forte, mais qui pose de vraies questions sur le point de savoir si ça peut aller jusqu'à une reconnaissance de responsabilité sur des sujets qui sont très diffus finalement. Donc voilà, les choses vont se construire au fur et à mesure. Pour l'instant, on n'est pas encore sur un contentieux de masse, mais il est certain qu'il y a des choses qui peuvent évoluer fortement. Merci Maître. J'ai envie de vous relancer avant de céder la parole à Alice Deronne sur cette question qui est centrale de la responsabilité juridique, puisqu'on sait que c'est un levier qui peut être très efficace pour faire évoluer les entreprises. Donc, si je récapitule, si je résume de ce que vous avez dit donc, sur les différents niveaux de tribunal de la sécurité sociale, prud'homal et au pénal, si je vous posais la question de savoir à partir de quand le risque pour les dirigeants DRH devient important, si vous étiez sollicité là-dessus, si on vous demandait votre avis, on peut dire, de conseil juridique, vous diriez quoi aujourd'hui aux dirigeants? Vous leur diriez attention, concrètement, on est possiblement sur une future amiante. Aujourd'hui, la connaissance est là, elle est diffuse. Qu'est-ce que vous conseilleriez en fait là-dessus en termes de gestion du risque juridique?
Il y a une approche au cas par cas de toute façon, parce qu'on ne peut pas comparer la situation d'une grosse entreprise industrielle et puis d'un assureur qui est dans le tertiaire. Les scénarios ne sont pas du tout les mêmes. Après, dans tous les cas, il y a quand même un tronc commun, c'est-à-dire que l'employeur doit justifier qu'il a satisfait à son obligation de sécurité et qu'il a mis en œuvre les principes généraux de prévention. Là, d'une entreprise à l'autre, c'est très variable, mais il faut être en mesure aujourd'hui de pouvoir justifier sa démarche. Donc, on a mis en œuvre les mesures adaptées sur le plan technique, sur le plan organisationnel, sur le plan humain, pour prévenir, limiter au plus les expositions, en sachant que les expositions ne veut pas dire nécessairement responsabilité. C'est important. Mais après, effectivement, sur des situations à risque, où les procédés de l'entreprise ou les produits qu'elle utilise, qu'elle transforme, peuvent être nature à exposer beaucoup de personnes, que ce soit des riverains, des salariés, des consommateurs. Là, c'est vrai qu'il y a plus une notion de risque sériel qui peut venir en ligne de compte. En sachant deux choses, vous avez parlé tout à l'heure des alertes. Les salariés ont un droit d'alerte qui est prévu par le Code du travail quand ils ont connaissance d'un risque grave pour la santé publique ou l'environnement créé par les produits utilisés dans l'établissement. Et puis, il y a aujourd'hui le statut de protection du lanceur d'alerte qui s'est considérablement renforcé et qui peut aussi déboucher à un certain nombre d'actions effectivement, pour faire bouger les lignes au sein d'une entreprise, où on s'évite qu'au-delà de la responsabilité juridique, il y a toujours la question de l'image, du positionnement qui pèse dans les prises de décision. Voilà. Et après, l'autorité administrative, que ce soit l'inspection du travail ou une DREAL, peut aussi des prérogatives régaliennes qu'elle peut mettre en œuvre face à un exploitant, face à un employeur, si elle considère qu'on est dans une situation de risque grave qui nécessite de prendre des mesures coercitives de prévention ou d'urgence, en fait, sans forcément qu'on soit au stade judiciaire ou contentieux. Voilà. Une question du docteur Harley. Ensuite, Maître, juste une petite question qui peut concerner l'élu, qui peut concerner l'assureur qui emploie des gens dans son petit cabinet d'assurance, qui peut concerner les parents qui se disent dans ce gymnase, est-ce qu'il n'y a pas un taux de phtalate majeur qui fait que ça va être une mise en danger de la vie d'autrui. Donc, est-ce que les observations de qualité de l'air, qui peuvent être déclenchées par les CSCT peut-être, en disant là, on peut avoir un air pollué pour travailler, est-ce que n'importe qui peut déclencher un éventuel audit environnemental de l'endroit où il est ? Est-ce que ça, c'est quelque chose de possible ? Ou alors c'est une complexité juridique pour obtenir cette autorisation ? Je vous dis ça parce que je pense que de plus en plus, les parents informés, les citoyens informés vont dire « je suis peut-être dans un environnement toxique et je vais le prouver ». Alors, il y a plein de choses à dire sur ça. Après, selon le statut de la personne et le statut de la personne à qui il s'adresse, on aura différents dispositifs juridiques. Si c'est un salarié qui veut faire mettre en œuvre, faire réaliser une inspection, des mesurages, un audit, il y a des procédures qui sont prévues par le Code du travail. En général, c'est relayé par le comité social et économique, le CSE ou la CSSCT quand elle existe. Il y a le pendant dans la fonction publique. Bon, après, si c'est dans la vie privée, effectivement, dans le cadre d'activités sportives, il y a aussi des règles sur les établissements recevant du public. Donc ça, il faut aller regarder précisément ce qui est faisable. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un point qui me semble important, c'est dans tous les cas, c'est la question de la transmission d'informations, la sensibilisation, la communication d'informations auprès des publics concernés, en fait, parce que c'est un vrai sujet de sensibilisation. Si on prend le cas de l'employeur, il ne peut pas faire tout seul, en fait. Il a besoin, tout le monde doit être acteur du sujet, en fait. Et c'est vrai que je pense que sensibiliser le salarié citoyen, c'est finalement... Et je vous dis ça d'autant plus qu'il y a un petit événement qui va s'appeler les élections municipales, où chacun peut demander à son futur élu
quelle est votre perception de la santé environnementale? Quelles sont vos actions que vous comptez mettre en œuvre? Qu'est-ce que la loi Egalim, ça veut dire pour vous? C'est un gros mot, c'est quelque chose de sympathique, il faut le décliner. Est-ce que vous avez envie de signer une charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens? Et n'oubliez pas que dans le Code général des collectivités territoriales, article 22.12, vous êtes responsable de la bonne santé de vos administrés. Et en lien avec ça, il y a un point pas inintéressant, c'est que il y a 2 ans, le Conseil d'État a reconnu que la possibilité pour n'importe qui de faire un référé liberté en fait contre l'administration pour demander des mesures urgentes, par exemple. Eh bien, on pouvait notamment le fonder sur le droit à vivre dans un environnement sain, qui aujourd'hui fait partie de la charte de l'environnement. Hein, donc là, on est sur tous les citoyens sont concernés. Et on a des déclinaisons un peu de ce principe un peu partout. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les jurisprudences européennes, c'est assez intéressant. Et de plus en plus, le droit de l'environnement est réapproprié pour porter des sujets de santé publique, en fait. Voilà. Quels sont les critères pour dire qu'il est sain ou pas sain? Oui. Mais en tout cas, pour forcer l'État ou les collectivités publiques à prendre des mesures d'action quand elles sont dans l'inertie, c'est vrai qu'il y a des outils qui existent. Bien, je vous remercie. On sent que le débat est passionnant. Donc on l'a vu jusqu'ici, en fait, il y a différentes sphères. Hein, la sphère scientifique avec sa logique de l'administration de la preuve sur la dangerosité des produits, donc avec des connaissances qui sont établies aujourd'hui, qui sont bien diffusées. La sphère de la santé notamment, avec les effets sur le corps humain, hein, avec là aussi une logique qui est un petit peu différente de la chimie, et puis la sphère judiciaire, hein, avec une logique encore différente sur la reconnaissance des maladies professionnelles, et qui est parfois en France assez complexe, qui sont des sphères qui peuvent être parfois autonomes et fonctionner en silo. Hein. Le philosophe Niklas Luhmann parle d'autopoïétique, hein, donc un mot compliqué pour dire ça, le fait que ces sphères s'ignorent, elles vont fonctionner chacun de leur côté et qu'on a du mal à les faire discuter ensemble. Et donc Alice Deronne, qui travaille pour l'association donc Solinum, mais aussi au sein du CNRA, donc du Conseil national de la résilience alimentaire, cherche à faire discuter ces différents acteurs ensemble, hein, ce qui est évidemment ce qui n'est pas évident. Et donc je vous propose peut-être de nous présenter un peu votre activité et puis de nous donner votre ressenti sur voilà, la facilité avec laquelle vous pouvez faire ça et les difficultés que vous pouvez rencontrer. Bonsoir à tous et toutes. J'espère que ça va, parce que c'est dense. Même moi, je suis un peu perdue dans cette histoire. Donc oui, en effet, je travaille depuis plusieurs années maintenant sur les questions d'accès aux droits en France, notamment pour les publics les plus vulnérables, donc en dessous du seuil de pauvreté, ou sur des enjeux de précarité, par exemple, dus à la mobilité parce qu'on habite loin de certains lieux, etc. Chez Solinum, on a un enjeu aujourd'hui d'amélioration de l'accès à la santé en rendant l'information lisible, visible, fiable et accessible tout au long du parcours des personnes. Et on observe quelque chose d'assez simple et en même temps à la fois récurrent pour tout le monde, c'est que quand les personnes ne comprennent pas à quoi elles sont exposées, qu'est-ce qui se passe pour elles, ni vers qui se tourner, finalement elles vont renoncer. Et en fait, renoncer, c'est aussi assurer que le système bascule vers l'urgence. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui de prévention, d'accès à l'information. Les perturbateurs endocriniens, ils posent exactement cette problématique-là. C'est pas un sujet nouveau, c'est pas dû à un manque de connaissances sur ces enjeux-là. En tout cas, scientifiquement, on a la preuve aujourd'hui que les bases sont là et qu'on a les connaissances pour ça. On connaît les secteurs qui sont exposés, chimie, agroalimentaire, cosmétique, BTP, nettoyage, etc. C'est 100% de la population qui est aujourd'hui exposée à au moins un perturbateur endocrinien. Le coût des maladies associées à ça est estimé à plus de 150 milliards d'euros en Europe pour les publics. Et pourtant, on a quand même un sentiment d'être toujours en retard sur ce sujet-là. C'est compliqué.
Parce que c'est pas tant un problème de connaissance justement, mais un problème, comme vous le disiez juste avant, de silos, de travailler ensemble, de savoir qui aller voir, quand, comment. Et du coup, c'est un problème d'organisation collective, clairement, de l'information, de la responsabilité, qui est responsable quand, comment, pour quel public, pourquoi. Et aussi un enjeu sur la prise de décision. Aujourd'hui, elle est aussi silotée sur ces enjeux-là. On a des demandes de réglementation auprès des entreprises pour qu'elles prennent la décision d'accompagner leurs salariés sur des sujets. On a des enjeux scientifiques, on a des enjeux aussi auprès des mutuelles, etc. Et finalement, cette prise de décision n'est pas collective aujourd'hui, mais très silotée. On a des approches cloisonnées et pourtant en bout de chaîne, c'est les personnes qui sont exposées directement et ça c'est un vrai problème. Et donc c'est pas, pour ça je pense que c'est important de penser cette question des perturbateurs endocriniens mais aussi de l'accès à la santé de manière générale comme un parcours pour les gens, et non plus de repenser par un système d'expertise, de réglementation, etc., mais aussi de repartir du besoin concret des gens. En fait, qu'est-ce qui se passe pour eux, à quel moment ils sont exposés dans leur parcours, qu'est-ce qui se joue, et de revenir à une base de prévention, d'accompagnement de ces personnes. Au CNRA aussi, on parle de résilience alimentaire comme de la capacité d'un système à tenir dans le temps grâce à une approche transversale, territoriale et coopérative. L'enjeu ici, ça va être de mettre en valeur ce qui est invisible, fragmenté et puis mal documenté dans les parcours réels des gens de travail, de vie, de soins. Voilà. Sur ce qu'on peut observer aussi sur... j'ai oublié la question de base, mais sur les difficultés que vous allez rencontrer à faire en sorte que tous les différents acteurs se parlent. Et alors, à défaut d'avoir un consensus, qui est toujours difficile, mais au moins réussir à dire on n'est pas d'accord sur ça. Oui. Merci. Oui, on a un vrai enjeu là-dessus. Alors, ça fait depuis 1 an et demi spécifiquement chez Solinium que je travaille sur la question de l'accès aux soins pour les publics vulnérables. Pour ça, on a mis en place une gouvernance dédiée. Donc, on a les acteurs, les délégations interministérielles, la DGOS, DIPLP, DGCS, cohésion sociale, etc. On a les acteurs comme des mutuelles qui ont rejoint le tour de table, des acteurs associatifs, des fédérations, que ce soit sur les enjeux de santé physique ou santé mentale. On a un vrai enjeu à reconnecter en fait le but et l'objectif lors de ces gouvernances-là, parce que les motivations ne vont pas être les mêmes. Pour une entreprise, on a une motivation qui va être très économique, évidemment, dans les choix qui sont faits. On parle des arrêts maladie, etc. Et en fait, il y a un réel enjeu à soutenir la question RH par le prisme aussi de l'économie de l'entreprise. Et il y a un enjeu aussi de santé publique et d'innovation. Et donc, ce qu'on fait, c'est que on va reconcentrer finalement l'objectif commun pour définir ça par les publics eux-mêmes. Donc, c'est hyper important d'aller rencontrer les gens qui sont concernés et puis de faire remonter ces besoins-là pour prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup dans le système de collaboration et de gouvernance. Ce qui est hyper important aussi, c'est de toujours... on observe un manque de données criant sur ces sujets-là. Nous, on a un outil qui s'appelle le SoliGuide qui permet de retrouver toutes les informations dont on a besoin quand on est en difficulté. Et pour ça, on fait une cartographie des territoires. Donc, on sait exactement quelle structure peut m'accueillir, sous quelle modalité d'accès, comment, etc. Est-ce que je dois être accompagnée par un travailleur social ou pas ? Et ces données-là, elles permettent aussi de piloter les gouvernances et de mieux collaborer. Donc c'est un vrai sujet par rapport à justement l'accès à la santé là-dessus.
Je vous remercie. Mais je vous propose de rebondir un petit peu là-dessus, donc et de s'intéresser au contrepoids, au contre-pouvoir que les acteurs de la société civile peuvent représenter dans notamment ces interactions entre parties prenantes, comme il est coutume de dire désormais. Qu'est-ce que ces acteurs peuvent faire pour essayer de pousser vers une meilleure prise en compte donc, de ces dangers en matière de politique publique de santé, puisque, comme vous le savez, la société civile est pensée comme un contrepoids au politique. Le politique qui est le résultat d'une élection qui peut parfois être la tyrannie de la majorité, si on reprend les analyses de Tocqueville, et la société civile est censée donc offrir ce refuge à ceux qui ont perdu les élections pour ensuite défendre leur cause, leur combat. On en parlait avant cette table ronde avec le docteur Harley, notamment, il existe des stratégies, des tactiques qui vont être mises en place par les acteurs de la société civile pour faire en sorte que ces thématiques soient mieux prises en compte. Donc, est-ce que vous voyez ici un chemin pour les associations, pour ces acteurs de la société civile, aussi les mutuelles, mais la presse, les médias qui en font partie aussi, pour faire en sorte donc que ces politiques publiques avancent dans le sens d'une meilleure prise en compte des enjeux scientifiques? Docteur, c'est pour vous. C'est un sujet à double entrée, cette affaire-là. Il y a à la fois le traitement et à la fois la prévention. Donc il faut revenir sur les bases. Le diagnostic, c'est l'emballement des maladies chroniques. Donc face à ça, la France se paye une double peine. Un certain ministre Juppé et Barrot avaient décidé que, comme il y avait trop de médecins, il y avait trop de frais. Ils sont complètement plantés. Moins il y a de médecins, plus il y a de frais. Donc ils ont réduit le numerus clausus. Et on se retrouve maintenant à la fois avec un nombre de soignants qui a diminué et à la fois avec un nombre de pathologies et de polypathologies qui a augmenté. Donc on est en plein dans la césure du couteau. Et là, c'est très compliqué. Donc ce que vous décrivez, qui est la difficulté de l'offre de soins des territoires, et d'accompagner les gens pour qu'ils ne soient pas en renoncement de traitement. Il y en a de plus en plus qui sont en renoncement de traitement parce que c'est compliqué. Vous avez le gouvernement qui va vous culpabiliser parce que vous ne faites pas de dépistage du cancer du sein. Viens, Madame le ministre, viens m'accompagner pour trouver le radiologue qui va me recevoir dans les 6 mois qui viennent. Bon. Donc là, pour moi, il y a deux sujets sur la table. Un, le sujet de l'information, de l'augmentation de la pathologification. Et ça, les médias ont un devoir, à mon avis, de mettre sur la table. France, premier pays du monde pour le cancer du sein. France, 23e pays pour la mortalité. On vous parle de la perte comment on pourrait dire, du ratio décès et naissance, et on ne vous parle pas du nombre de naissances qui auraient dû avoir lieu et qui n'ont pas lieu. Pour moi, c'est très choquant. Et avec des gens qui vous parlent que le renoncement à l'enfant, il n'est pas plus fort dans les pays du Nord, le renoncement à l'enfant. Il n'est pas moins fort non plus. Et en Allemagne, qui depuis très longtemps n'a pas de politique nataliste vraiment très importante, il n'est pas plus important. Sauf que on a un taux de mortalité qui est insupportablement bas, quoi. 9,3, c'est comme la Roumanie. Les Hauts-de-France, c'est comme la Roumanie. Donc on est à 7, moyenne nationale 4,2 et les Suédois à 1,8. Et ça n'arrête pas de vriller. Bon, voilà. Donc pour moi, il y a 2 sujets dans les contrepoids que vous appelez. Pour moi, les médias sont vraiment un contrepoids. Les acteurs du soin sont vraiment un contrepoids. Et puis alors notre association, on essaye d'incrémenter parce que les perturbateurs endocriniens ne sont pas encore tout à fait bien connus et pas assez connus par tous les acteurs du soin. Ça, c'est un vrai sujet. Et après, il y a les politiques. Comme la politique générale n'est pas protectrice, la politique locale peut l'être. L'organisation des soins, c'est quelque chose, mais la prévention, c'est encore autre chose. Et donc les politiques locaux peuvent signer des chartes vie et péritard sans perturbateurs endocriniens, mettre du bio à la cantine, faire des informations sur les bonnes pratiques, c'est quoi le bon domestique, faire des informations sur tous les personnels communaux ou administratifs. Donc il y a un levier. Il y a un levier qui est important sur ce truc-là. Et moi, ce que je vois, c'est on a réussi à faire interdire le bisphénol A. Bon, ça rentre par la fenêtre quand la porte est fermée, quoi. Donc, si ils n'ont pas, pour rester polis, le courage d'affronter les lobbies qui les empêchent de changer, eh bien, le pouvoir, il va être au niveau local. Et donc, tout ce que vous pouvez organiser, madame, c'est vachement bien parce que c'est mettre en lien
des acteurs de territoire. Et c'est vraiment les maires et les Comcom qui ont un pouvoir et des sous à mettre sur la table pour la santé des administrés. Et ça, c'est super important. Moi, je vois le problème comme ça. Moi, je ferais une réponse en deux temps. En premier, c'est vrai qu'il y a un pouvoir important au niveau des communes et communautés de communes. Nous, les mutuelles de santé, on s'intéresse de plus en plus aux ordonnances vertes. Les ordonnances vertes, ça a démarré à Strasbourg. C'est des professionnels de santé qui vont, quand une femme est enceinte, prescrire un atelier pour comprendre l'exposition aux perturbateurs endocriniens, comment se protéger dans sa maison, et 3, eh bien, une aide financière pour avoir un panier de légumes bio le temps de la grossesse, quelques mois après la naissance de l'enfant, pour protéger l'enfant à naître et baisser sa charge d'empoisonnement. Donc nous, les mutuelles de santé, on est en train de réfléchir sur le fait d'aider ce dispositif, qui est vraiment un dispositif qui ne va pas dépendre de ce que fait la Commission européenne ou de ce que fait le gouvernement français, etc. Pour autant, c'est absolument important que l'on n'abandonne pas le terrain du droit européen, le terrain de c'est quoi la politique agricole commune. Il ne faut pas oublier que le premier budget de l'Union européenne, avec nos impôts, c'est la politique agricole commune. C'est 50 milliards chaque année d'argent qui, massivement, va aller, pas dans le sens d'une résilience alimentaire, parce qu'aujourd'hui, la majeure partie de la politique agricole commune encourage une agriculture qui dépend des pesticides et qui dépend des engrais azotés pleins de cadmium. Le premier pays dont on importe du pétrole, les pesticides, ça n'est rien d'autre que du pétrole, c'est les États-Unis. Le premier pays dont on importe des engrais azotés, c'est la Russie de Poutine. Est-ce que pour notre souveraineté alimentaire, notre résilience alimentaire, c'est une bonne chose que de continuer avec nos impôts à encourager une agriculture qui nous empoisonne, qui donne de l'argent aux États-Unis et qui donne de l'argent à la Russie? Voilà. Donc il y a plein de choses à faire avec la politique agricole commune. Et dans la journée, il y a Laurence Huck de l'INRAE qui est intervenue. Et nous, les mutuelles de santé, eh bien, ce qu'on demande à l'Union européenne et à la France, c'est de mettre en œuvre le scénario de l'INRAE pour sortir l'agriculture des engrais azotés et des pesticides. C'est possible, on a des scénarios pour, mais il faut construire une volonté commune du bas vers le haut. Et donc, voilà, autant les ordonnances vertes que ne pas abandonner la partie au niveau européen. Merci Martin pour ces informations donc, qui méritent d'être diffusées et connues de toutes et tous. Donc avant je vois que l'heure tourne, et donc avant de céder la parole à la salle pour une salve de questions-réponses, il vous reste encore un peu d'énergie, mais on l'espère en cette fin de journée qui a été dense. J'aimerais poser une question notamment à Maître Millet concernant les alternatives aux approches par le risque, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de sujets qui sont traités par le risque. Vous nous avez parlé de devoir de vigilance tout à l'heure, donc il y a une manière en effet aujourd'hui avec la loi sur devoir de vigilance de 2017 qui était une loi pionnière en France, et puis les législations européennes, directives CSRD, CS3D qui, bon là aujourd'hui le soufflet retombe un petit peu avec l'omnibus qui disons-le clairement, donc rétro-pédale. La question, c'est est-ce qu'il existe des alternatives en fait, à ces approches par le risque? Donc vous les connaissez en matière de suppression à la source, de substitution, de principe de précaution. Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, quel est votre avis là-dessus en termes d'efficacité de ces démarches, d'efficacité comparée? Est-ce qu'il n'y a pas des approches qui vont être plus efficaces si on souhaite supprimer en fait directement ces substances polluantes? Pêle-mêle comme ça, ça me fait appel à pas mal de choses. Alors c'est vrai que je pense que le volet durabilité, enfin plus généralement l'engagement CSE par les entreprises, voilà, quand il est sincère, enfin il rentre vraiment dans une vraie dynamique, il a du sens, et ça permet de sortir aussi du cadre uniquement contraint de la norme et de voir les choses autrement. C'est vrai qu'il y a un recul. Bon, aujourd'hui, c'est le fait de l'histoire et du contexte. J'espère que ça n'aura pas été juste un effet de mode, tout ça. C'est vrai qu'on était dans une sophistication extrême du dispositif, à tel point qu'aucune
aucune organisation, aucune entreprise n'a pu digérer le dispositif. Donc on était sans doute allé trop loin. Mais ça ne veut pas dire que les fondamentaux soient mauvais. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, en tout cas, qui sont engagées dans une démarche RSE, à des niveaux peut-être un peu plus à la Monsieur Jourdain, mais qui font quand même des choses. Et ça reste une approche, je pense, qui est assez intéressante au-delà du cadre des obligations réglementaires. Enfin, moi, j'y crois pas mal. Après, sur les acteurs, je pense qu'il y a aussi le rôle du dialogue social dans les entreprises qui n'est pas assez mobilisé. Et c'est vrai que c'est un levier potentiel pour... on voit bien qu'il y a une petite passerelle qui est en train de se développer entre le travail et l'environnement, mais c'est vrai que ça passe aussi beaucoup par le dialogue social. Au même titre aujourd'hui que l'IA, que plein de sujets, mais c'est vrai que c'est un sujet qui doit être approprié partout, à la fois par les directions et le personnel des entreprises. Et je pense que la transition écologique, elle doit venir beaucoup aussi des entreprises elles-mêmes, en fait. Enfin, c'est un vrai levier qu'on ne mobilise pas assez, on ne mobilise que la norme, mais en fait, ça c'est ma position. Donc on verra ce que donnera tout ça, les lois omnibus, avec le temps. Après, principe de précaution, c'est sûr que c'est... Alors ça, c'est plus un principe, effectivement, de la charte de l'environnement, mais à destination des pouvoirs publics, quand... face à l'incertitude scientifique. Alors c'est vrai que c'est un vrai sujet, ça, l'absence de consensus scientifique qu'il peut y avoir sur certains risques, certains dangers. Bon, maintenant, je pense que... Enfin, aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est quand tout ce qu'on vient de se dire, on voit qu'on ne peut pas ignorer l'ampleur du phénomène. Après, il en reste pas moins très complexe à appréhender. Et je pense qu'il faut mobiliser les énergies pour permettre et faciliter la démarche des entreprises. Et c'est vraiment l'écueil qu'il y a en matière de prévention des risques de manière générale, en fait. C'est comment faciliter la démarche. Et par rapport à ça, on arrive à la fin du 4e plan santé-travail. On verra ce que va donner le prochain. Avec le gouvernement actuel ou un futur, mais c'est vrai que le sujet les risques chimiques était vraiment en tête de gondole des principaux risques sur lesquels tous les acteurs devaient travailler. Avec notamment un petit focus sur les perturbateurs endocriniens. Bon, je pense que comment tout ça a été mis en musique au niveau local, au niveau régional, finalement, on n'a pas trop aujourd'hui de visibilité, mais peut-être qu'aussi par ce biais-là, un peu de la réglementation soft, en fait. Finalement, c'est pas du droit dur, en fait, mais c'est plus des invitations à l'action publique, en fait, à accélérer sur certains champs, en fait, et justement à mobiliser un peu toutes les parties prenantes, que ce soit le secteur privé, les pouvoirs publics, etc. C'est quand même intéressant, et c'est des démarches qui sont croisées avec le sujet de la santé environnementale. Alors peut-être pas suffisamment. Il y a sans doute des accélérations à faire sur ces sujets. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que aujourd'hui, on est dans des situations où on a tout misé finalement sur toujours la réparation, la prise en charge. Aujourd'hui, le système, le modèle social français, il est à bout de souffle. On ne peut plus le financer. Donc, il faut commencer à réfléchir à d'autres approches. Et c'est pas parce que ça coûte pas que c'est pas efficace. Enfin, franchement, en matière de prévention, on voit très souvent que des actions peu coûteuses ont vraiment une efficacité. Alors à commencer par justement l'information, mais là on est sur le registre humain. Mais c'est vrai qu'on voit bien que c'est un domaine où si le citoyen lui-même n'est pas bien informé, je suis entièrement d'accord avec vous sur le rôle des médias. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les influenceurs, ils ont peut-être aussi quelque part leur responsabilité à jouer là-dessus. Tout à l'heure, on en parlait sur la cosmétique et les influenceurs aux États-Unis qui, justement, poussent un petit peu à être vigilants sur les PE. C'est vrai que ce n'est pas inintéressant. Après tout, si ça peut servir. Et j'ajouterai un dernier point qui me semble important sur la question de la souveraineté. Je pense qu'on importe aussi beaucoup quand même de produits manufacturés qui sont très exposants. Le terme n'est peut-être pas très bon.
Mais c'est à la fois de la souveraineté économique et de la souveraineté sanitaire, c'est-à-dire que je pense que l'Europe mériterait d'être plus forte sur le contrôle de produits qui rentrent chez nous et qui sont souvent extrêmement toxiques ou nocifs. Hein. Alors, il y a le cas typique des tapis là, pour les enfants, pour les bébés. Mais bon, ça, on peut le multiplier à tous les échelons. Et c'est vrai qu'on parle de la responsabilité de l'employeur, donc il fait ce qu'il peut dans sa sphère d'entreprise, mais quand on arrive chez soi, que tout son environnement domicile est ultra pollué et qu'on n'a pas les codes, en fait, on ne sait pas, en fait, tout simplement, bah, c'est sûr qu'on s'expose à petit feu comme ça. Donc, et je pense que là aussi, c'est un petit peu comme les machines. Ben, on se permet de contrôler des machines qui arrivent sur notre marché intérieur qui ne sont pas conformes. Je pense que ça devrait être pareil. Hein, quand on est inondé de produits, de colis, de petits colis qui arrivent chaque jour de partout, bah, je pense qu'il y a une question à... Oui, donc ça pose question, parce qu'il y a ce qui vient de chez nous, ce qu'on fait bien ou pas bien, mais il y a aussi ce qu'on accepte venant des autres. Et bon, enfin voilà, ça c'est ma position citoyenne. Merci beaucoup, Maître, pour ces éléments très, très pertinents et qui montrent la complexité du sujet. Docteur Harley, pour une réponse courte, et ensuite on ouvre la salle. Moi, je voudrais juste qu'on arrête de convoquer le principe de précaution quand il faut convoquer le principe de prévention. En 1972, il n'y a peut-être pas beaucoup qui étaient concernés, mais vous avez dû entendre parler, hein, bon, la mort de Napoléon, vous savez aussi. Donc en 1972, il est arrivé un truc qui s'appelle la ceinture de sécurité. Bon. Qu'est-ce qu'on a décidé ? 18 500 morts sur la route par an chaque année. Chaban-Delmas a dit halte au feu, on va faire quelque chose. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a identifié les facteurs de risque, on a fait des injonctions en mettant le gendarme, parce que sinon les gens n'allaient pas porter la ceinture de sécurité. Moi, je me souviens mon père disant « c'est ma liberté, je fais ce que je veux ». Oui, voilà, tu peux mourir aussi, c'est ta liberté, mais ça va coûter des sous, ça ne sera pas notre liberté. Donc, on a identifié les facteurs de risque, on a mis, comme dans les rallyes, une ceinture de sécurité, on a ralenti les vitesses, on a obligé les constructeurs à mettre des airbags, on a limité la consommation du digestif sur les VRP, et voilà, bon. Et on aboutit à quoi ? 3000, 3002, voilà. C'est ce qu'on appelle une réduction significative. Le cancer du sein, on est à 14 700, le CRC prévoit 20 000 en 2030, s'il n'y a pas une modification de la trajectoire. Donc moi, je me demande quand est-ce qu'on va convoquer le principe de prévention et non pas le principe de précaution. À partir du moment où on est sûr et certain qu'il y a un rapport direct entre une pathologie et des facteurs de risque, il faut s'attacher, s'appliquer et travailler les facteurs de risque. Et là, on est dans la prévention et on n'est pas dans la précaution. Pas pareil. Mais je pense, juste pour ajouter un point, je pense que la perception du risque, elle est assez essentielle en fait, parce qu'on est face à un risque souvent diffus avec des petites expositions, voilà, avec les effets cocktails, etc. C'est pour ça qu'il faut de l'information. Et vraiment, c'est l'information qui peut faire changer la donne. Et c'est valable aussi bien au côté du politique qui peut finalement mal percevoir le risque et son importance, sauf quand les données sanitaires commencent à être trop visibles. Et puis c'est pareil pour les individus eux-mêmes en fait. Merci docteur, merci à tout le monde. Donc pour ces éléments, je pense que là, il appartient aux politiques maintenant de saisir la balle au bon. Certains le font, hein, certains essayent de le faire. Je vous propose maintenant d'ouvrir un temps donc, de questions à la salle et donc de vous proposer de poser vos questions directement. Et puis nous inviterons les intervenants à y répondre. Alors moi, c'est plus qu'une question. Moi, je suis le docteur Barbou-Descourrières de l'ARS. C'est plutôt pour vous donner aussi une indication. On parlait tout à l'heure qu'il faut effectivement mobiliser les associations pour ramener et puis pour pousser les administrations, donc mon administration entre autres, et les politiques pour effectivement modifier les choses. Vous avez localement des endroits où vous pouvez le faire. Donc ça peut être effectivement d'interpeller directement, mais aussi de participer, puisque vous avez un conseil territorial de santé
donc qui amène, où les usagers peuvent donner leur parole sur qu'est-ce qu'ils veulent pour leur santé et comment ils veulent que leur projet territorial de santé se décline. Donc ça, c'est déjà une première chose, sachant que les élections vont se faire cette année. Et il va falloir renouveler la moitié des membres. Donc je vous invite à vraiment y participer, d'autant qu'actuellement, on a surtout des professionnels de santé qui y participent. Or, j'estime, moi, de mon expérience dans plein d'autres pays et dans le monde anglo-saxon, moi, je pense que c'est aux usagers de dire ce qu'ils veulent pour leur santé. Ce n'est pas aux professionnels de santé, même si le professionnel de santé doit les informer sur les tenants et les aboutissants de la santé, c'est quand même à l'usager de dire c'est ça que je veux pour ma santé. Donc ça, c'est un des endroits vraiment pour le faire. Et vous avez aussi donc, les contrats locaux de santé qui sont faits. Donc c'est au niveau de chaque EPCI. Qui a un contrat local de santé et qui travaille beaucoup sur tous ces sujets de prévention, de travail sur les déterminants de santé. Donc, comme on en a beaucoup parlé, la santé arrive en bout de chaîne, mais c'est tout ce qui va être l'habitat, l'eau, l'alimentation, la sécurité tout court, hein, parce que quand même, une balle, ça tue, et tout ce qui vient, et donc le fait d'avoir de l'éducation, le fait d'avoir un travail, et c'est toutes ces choses-là qui arrivent au bout du compte à mettre des gens en bonne ou en mauvaise santé. Donc il y a énormément de choses qui participent à ça. Donc vous avez les contrats locaux de santé, et tout ça permet de travailler sur le projet régional de santé et surtout sur le projet régional de santé-environnement, où on demande toujours un avis des usagers. Donc je vous invite vraiment à venir vous inscrire dans ces participations pour donner votre avis et influer sur le cours des politiques de santé. Merci. Je ne sais pas si on prend plusieurs questions et ensuite on... Oui ? Qui ? Quelqu'un veut répondre ? Maître ? Alice, docteur, Mathieu, ou alors on reprend d'autres questions. Hein, c'est... Oui, tout à fait. Une invitation forte, exactement. Alors, autre question. Pardon. Merci. Bon, c'est une question et un constat. Voilà, quand on organise cette table ronde, on l'a pensé hein, en s'adressant aux ressources humaines, aux entreprises, etc. Le constat, on n'est pas très nombreux ce soir. On se demande si on n'est pas, comme il y a quelques années, peut-être en cosmétique, comme ça a été évoqué tout à l'heure, un peu en avance sur ces questions. Un peu, voilà, est-ce que le public est prêt parce que quand on vous écoute, voilà, au niveau réglementaire, tout n'est pas encore prêt. Il n'y a pas forcément de guidelines qui sont faites. Donc voilà, est-ce qu'on est prêt actuellement ? C'est ça ma question. Voilà. Moi, je vais parler uniquement de ce que je connais bien. J'ai fait un livre qui s'appelle Secrets toxiques sur le parallèle amiante-pesticides. Et puis là, j'ai fait un autre livre, s'il y en a qui sont intéressés, sur les 5 siècles d'histoire du monde mutualiste et comment c'est un allié pour la suite. Moi, je pense qu'on est largement prêt d'un point de vue juridique par rapport au fait de pouvoir vivre de son travail et pas mourir de son travail. Juridiquement, à mon avis, c'est très institué. Le droit à un environnement sain. Les connaissances scientifiques sont extrêmement solides. Il ne faut pas oublier qu'en fait, Rachel Carson, Printemps silencieux, c'est publié en 1962. C'est-à-dire que les petites doses tuent, il y a des fenêtres de vulnérabilité au début de la vie. Depuis 1962, ça n'est qu'une confirmation. Les expertises collectives de l'INSERM de 2013 avec la mise à jour en 2021 par rapport aux effets des pesticides, tout ça, c'est des confirmations. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas tant le sujet de est-ce que c'est prêt sur le plan juridique ou est-ce que c'est prêt sur le plan scientifique. Le gros sujet, c'est comment on transforme la sidération actuelle par rapport à ce qui se passe en désir que oui, la Terre, elle peut rester habitable et oui, on peut rester en bonne santé. Pour moi, il est bien davantage là le sujet parce qu'il y a quand même 3/4 de la population française qui souffre à des degrés divers d'éco-anxiété.
Et oui, il y a des raisons mécaniques au fait que la natalité baisse, mais il n'y a pas que des raisons mécaniques. Quand on questionne les jeunes, c'est aussi parce qu'il y en a beaucoup qui ne se projettent pas dans l'avenir. Donc moi, je crois que le gros sujet, c'est comment on arrive à transformer la sidération en action. Et effectivement, le fait de mettre en lien des gens de bonne volonté, d'unir les forces, etc., c'est très contributeur dans la confiance. D'ailleurs, le message mutualiste n'est rien d'autre qu'un rappel de la puissance de qu'est-ce qui se passe quand on est ensemble et déterminé. Et donc, la sécurité sociale s'est appuyée sur 4 siècles d'expérience d'une solidarité organisée. Et aujourd'hui, moi, je crois qu'il faut absolument qu'on mette autant d'énergie sur dénoncer les méfaits de tout ce qui a été dit que énoncer les solutions. Et peut-être qu'on aurait pu imaginer un intervenant qui nous raconte comment cet hôtel, le Mercure, eh bien, ils vont pouvoir transformer cette comment ça s'appelle déjà ça, cette moquette qui est sûrement pas très saine. Eh ben, c'est quoi le plan d'action pour que en fait ce soit avec du bois brut du Sud-Ouest? Mais rendez-vous dans 1 an. Non, mais ça pourrait être bien ça. Rendez-vous dans 2 ans et qu'on ait peut-être plus d'acteurs des solutions hyper terre à terre. Et je terminerai vraiment en disant qu'à mon avis, il faut qu'aujourd'hui tout le monde comprenne qu'on est absolument tous concernés par ces perturbateurs endocriniens. Il y a eu un déclic positif par rapport à l'amiante, c'est quand il y a eu des mouvements de solidarité avec les victimes de l'amiante. Il faut savoir que quand il y avait un employé, un ouvrier empoisonné par l'amiante et qu'il allait au tribunal pour obtenir gain de cause par rapport au préjudice, par rapport à la responsabilité de l'employeur, il y avait des bus, il y avait des concerts, il y avait du bordel dans la rue. Et ce bordel dans la rue, il était entendu d'une certaine manière par les avocats, par les juges, etc. Parce que c'était un fait social. Et quand on s'est retrouvé avec des écoles, des hôpitaux où il y avait de l'amiante plein les plafonds qui tombaient, tout le monde s'est rendu compte qu'on était concerné. Et donc, il faut que toute la population se bouge. Voilà. Merci Martin donc, pour cet appel à la bordélisation de la question, mais non, vous avez il raison. Il n'a pas dit bordélisation, il a dit solidarité. C'est plus joli. Non, mais vous avez raison. La littérature scientifique montre que pour quand on veut prendre en compte ces faits sociaux-là, il faut qu'il y ait à un moment donné les acteurs de la société civile qui s'en emparent et en général, ça ne se fait pas dans le calme, malheureusement. Alors sans appeler évidemment à la résistance ou à la violence, on n'en est pas là, mais en tout cas à ce qu'il y ait des mobilisations citoyennes. Vous avez là-dessus entièrement raison. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Merci beaucoup. C'est moins une question qu'un commentaire. Moi, j'étais très sensible à votre appel au dialogue social et à la prévention dans l'entreprise. Et à ce titre, sans vouloir rentrer dans des sujets un peu polémiques, moi je regrette, ayant travaillé en entreprise, en particulier en PME, la disparition du CHSCT ou en tout cas de ses prérogatives dans les PME. Et je trouve, pour avoir vu avant et après, que ça a relégué totalement au second plan les questions de prévention des risques. Voilà. Et alors je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, si vous avez constaté ça chez vos interlocuteurs entreprises, mais moi je le vois, on ne parlait plus que de la valeur des tickets resto, les questions des RPS, etc., c'était terminé. C'est parti à la base d'une bonne intention qui était effectivement de simplifier. Il y avait des aberrations dans le cadre légal, en fait, dans le fonctionnement. Où des fois, on dédoublait les réunions, on parlait de la même chose 2 fois. Et donc, c'était des choses trappes, en fait. Donc, c'est vrai que ça finissait par plus avoir de sens. Donc, ils ont simplifié, ils ont supprimé le CHSCT. C'est devenu une sous-instance. Mais en faisant ça, ça a complètement dilué la prise en compte de la dimension risque. Alors, facialement, tout change, mais rien ne change. Mais dans la pratique, c'est vrai que ça s'est érodé. C'est bien documenté aujourd'hui sur le plan statistique, en fait. C'est vrai que de manière générale, les entreprises n'ont pas vraiment fait évoluer non plus leur fonctionnement. C'est-à-dire que celles qui elles ont continué à faire comme elles faisaient avant. Donc, ça ne s'est pas complètement inversé. Mais c'est vrai que ça a eu tendance à faire reculer la problématique. Et du coup, le sujet risque devient beaucoup plus volcanique, en fait, au lieu d'être plutôt un sujet qui devrait être consensuel et co-construit, en fait. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que on ne peut pas faire de la prévention si on n'a pas tous les acteurs autour de la table. Et aujourd'hui, le problème, c'est que l'employeur se retrouve souvent tout seul
à devoir prendre en charge la politique de prévention. Donc, s'il fait des choses, on va lui dire que c'est pas bien. S'il les fait, on a toutes les configurations, mais c'est pas, cette situation-là n'est pas non plus très, très satisfaisante. Alors, est-ce qu'il faut revenir en arrière, remettre le CHSCT ? L'avenir dira s'ils referont évoluer dans un autre sens les textes, mais on a quand même effectivement beaucoup ont ce sentiment de rétrogradation. En tout cas, du point de vue de la prévention des risques, ça s'est pas fait dans un sens forcément d'amélioration. Donc il y a un décalage, un écart entre la volonté affichée, très affichée des pouvoirs publics de dire il faut faire de la prévention, et puis souvent la réalité terrain où en fait ça dépend des acteurs. C'est pas qu'une impression, vous dites que c'est documenté, ça se recule quand même des questions de prévention dans le dialogue social dans l'entreprise. Depuis les ordonnances Macron, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs générations de CSE, au moins 2. Et du coup, aujourd'hui, on y voit un peu mieux, on a un peu plus de visibilité sur qu'est-ce qui a vraiment changé dans les pratiques. C'est vrai que souvent, sur la question sécurité, c'est un peu encéphalogramme plat. Du coup, l'employeur se débrouille tout seul, alors que le CSE doit être contributeur. Et puis sur les RPS, par contre, c'est vraiment le sujet où on est embolisé à longueur de temps. Avec la difficulté, c'est que les RPS, c'est un peu comme les perturbateurs endocriniens. Si vous demandez à 10 personnes, est-ce que vous avez des RPS ? Oui, j'ai des RPS. Et en fait, on confond d'ailleurs le syndrome, la conséquence, avec les facteurs de risque. Et ce qu'il faut, c'est s'intéresser aux facteurs de risque. Comment est-ce qu'on peut les limiter, substituer, etc. Et je voulais juste faire un aparté, je reviens juste sur les solutions. Je jette juste une pierre comme ça, mais parce que je m'intéresse aussi à l'environnement. Mais il y a un truc qui me paraît toujours très intéressant, c'est ce qu'on appelle les SFN, des solutions fondées sur la nature. Je ne sais pas s'il y a des déclinaisons techniques utiles dans ce domaine, mais en termes de substitution, c'est quelque chose il y a beaucoup d'études et de travaux qui sont faits pour remplacer justement. Mais parfois, on réinvente l'eau chaude et puis on dit que c'est vachement bien parce qu'on a trouvé quelque chose de vachement innovant, quoi. Quand on a remis le vinaigre blanc sur le devant de la scène, quelle molécule, quel prix Nobel, quoi, on avait fait. Donc là, on a réussi à obtenir la suppression du perchloréthylène dans les pressings. Parce que cancer, prostate et rein chez ceux qui travaillent et chez ceux qui étaient autour. Donc on leur a dit, mais il y a un truc qui est pas mal dans le lavage, c'est l'eau. Donc ils ont supprimé le perchloréthylène et ils ont lavé à l'eau un peu plus chaude. Voilà. Donc c'est vrai que dans les solutions, de temps en temps, le technosolutionnisme avec des choses hyper complexes peut être revisité par ce qui marchait un peu sans faire du passéisme, mais qui marchait quand même pas mal avant et qui n'avait pas besoin de tout ça et pas toutes ces molécules méchantes, quoi. Ça, c'est clair. Mais là c'était typique, quoi. Une molécule compliquée remplacée par de l'eau et ça marche pareil. Bien, vous pointez dans une direction très pertinente, maître, puisqu'il se trouve que les solutions fondées sur la nature, c'est le thème de la conférence d'après, donc sur le biomimétisme notamment, à laquelle vous êtes tous et toutes invités après une pause qu'on espère salvatrice pour recharger les batteries. Voilà, donc avant de vous libérer, j'aimerais qu'on ait quand même un mot de conclusion, notamment pour que face au pessimisme de la raison là, qu'on a eu, on oppose l'optimisme de la volonté. Ça n'est pas de moi, c'est connu. Peut-être Alice, vous pouvez nous parler des expériences que vous avez eues, parce que c'est vrai que votre tâche n'est pas évidente de faire se réunir ces différents acteurs et faire en sorte qu'ils se parlent. Est-ce qu'il y a des expériences où vous avez vu que ça marchait plutôt pas mal et que vous pensez prometteuses et qu'on devrait emprunter plus souvent pour faire en sorte que ça avance sur ces sujets, si vous le voulez bien? Oui. Oui. Alors, en effet, j'ai des très bonnes expériences, notamment, vous parliez tout à l'heure des CLS, CPTS, etc. C'est des acteurs avec qui on travaille beaucoup, notamment parce que grâce à cette donnée et le fait qu'on cartographie les territoires, on comprenne ce qui se passe, on commence à comprendre les enjeux des publics pour accéder aux soins, aux droits, etc. Et en travaillant avec tous ces acteurs, on arrive aujourd'hui à avoir des analyses territoriales claires sur la situation.
notamment sur le parcours des publics. Et aujourd'hui, les acteurs arrivent à se réunir autour d'un outil commun qui leur permet de savoir où sont les zones blanches, où est-ce que, par exemple, on a un hébergement qui est insalubre et donc des publics qui vont être en difficulté dû à leur logement qui est précaire. Et du coup, comment on se mettre en ordre de marche quand on est acteur et quelles sont du coup les solutions qu'on peut trouver pour accompagner ces personnes qui sont dans des logements insalubres. Et ça, on le voit de plus en plus grâce au fait que les acteurs aussi arrivent à rester dans leur scope d'expertise. Et là où avant, on avait des difficultés finalement, parce qu'on travaillait en silo, les acteurs à marcher un peu toujours sur les plates-bandes des autres en disant j'ai besoin de mettre en place telle expertise, donc je vais le faire. Donc par exemple, une entreprise qui commence à acheter des terres agricoles alors que c'est pas du tout son expertise de base, et plutôt que de se rallier avec l'existant et mettre en place une coopération cohérente sur le territoire, le faisait à la place d'eux. Et aujourd'hui, on sent que grâce à ces outils-là et à ces données-là, on a des coordinations beaucoup plus fortes. Maintenant, reste encore l'enjeu d'être détecté par les publics, comme vous le disiez tout à l'heure. Je trouve qu'aujourd'hui, avec les professionnels de la solidarité, les professionnels de la santé, tous les acteurs aujourd'hui aussi autour de cette table, on arrive à reconnaître ce qui se passe, ce qui se joue. C'est encore compliqué de toucher aujourd'hui tous les publics et d'être le plus préventif possible et le plus clair possible. Et donc je retiens l'idée des influenceurs qui a été partagée. Je pense qu'on a un vrai sujet à justement aller craquer un peu tous les algorithmes et pourquoi pas de l'intelligence artificielle à un moment donné pour se dire comment on arrive à toucher tout le monde sur ces sujets-là. Mais en tout cas, c'est possible et il y a des très bonnes expériences aujourd'hui sur la coopération territoriale qui se fait et qui améliore grandement les conditions d'accès. Merci à Alice Deronne pour donc ce qui sera le mot de la fin. Je vous propose de remercier nos intervenants pour la contribution.